Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je filme avec mon Insta 360 parce que mon téléphone, il a 4-5 ans et il ne tient pas du tout à la chaleur. Donc on va essayer avec cette caméra-là, l'angle est un petit peu différent, les réglages aussi. On va essayer de faire au mieux. C'est vrai que je filme très peu avec cette caméra parce que le plan minimal est quand même vachement grand. C'est reste une caméra de sport. Bref, on est là pour parler lecture, pour un point lecture. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Alors ça fait quand même déjà un petit moment que j'ai déjà lu ces livres, mais j'avais pas eu le temps encore de faire un retour dessus, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, en premier, eh bien, j'ai commencé la saga de Walking Dead, donc la version originale de la série. Cette BD est donc sorti en 2003 aux États-Unis et en 2007 pour la France. Le scénario est de Robert Kirkman et le dessin de Tony Moore. Et ça a été donc adapté en 2010, la fameuse série que tout le monde connaît. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 parce que j'ai retrouvé cette atmosphère qu'il y a dans cette série, cette histoire de zombies, cette histoire de virus. Quoique, on ne sait pas réellement si c'est un virus. On ne sait pas comment ils ont atterri là. C'est vrai que dans cette série, à aucun moment on t'explique réellement comment les gens se sont transformés en zombies. Le cas zéro, on ne le retrouve pas. On n'en parle pas. On est vraiment sur un post-apocalypse, sur un post-épidémie. C'est-à-dire que voilà, les zombies sont là, ils sont présents, il faut réussir à rester en vie. Et c'est un petit peu le thème de cette série. On est vraiment sur une étude socio-culturelle, j'ai envie de te dire, sociologique surtout, des interactions entre les êtres humains, les interactions entre différents êtres humains, entre leurs différentes cultures, leur façon de penser. Je trouve que la série est vraiment basée là-dessus. Parce que si vous avez jamais regardé Walking Dead, eh bien, en fait, on se retrouve avec Rick qui trouve un groupe d'amis, qui se fait intégrer à un groupe de personnes, qui va du coup se déplacer pour aller trouver des lieux un peu plus safe pour survivre. Malheureusement pour eux, à force de se déplacer, ils vont tomber sur des camps, sur des regroupements d'autres personnes qui ont fait pareil qu'eux, qui se sont regroupés donc à différents endroits, calfeutrés dans des bâtiments ou autres. Et au fil du temps, on va remarquer que ces gens ne sont pas forcément sympathiques ou qui ont un petit côté sectaire. Parce que chaque groupe de personnes, en fait, a recréé son petit monde qu'il connaissait ou le petit monde qu'il avait envie d'avoir dans la vie d'avant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gouverneur, plein de personnages comme ça, un petit peu psychopathe, on va dire, un petit peu gourou dans l'âme. Voilà, on n'est pas sur une promenade de santé, et je trouve que c'est une très bonne étude comme ça, socioculturelle, sur réellement s'il se passait ce genre de truc sur Terre. Est-ce que ça se passerait réellement comme ça? Est-ce que tout le monde serait gentil avec tout le monde? Je ne pense pas, et qu'on se tirerait tous dans les pattes pour essayer de garder notre bout de viande. Je pense que ça se passerait sûrement comme ça, parce que quand tu vois qu'il y en a qui se font la guerre pour des ventilateurs, hein, on se rappelle de la bagarre pour le Nutella. Donc bon, tu sais qu'en cas de guerre, en cas d'épidémie comme ça va être le dawa complet. Bref, revenons à nos moutons. Eh bien, j'ai beaucoup aimé commencer du coup cette série en BD. Donc comme je vous dis, on est vraiment à l'origine. La série a été adaptée de la BD. Et oui, du coup, c'est assez marrant parce que je trouve que Rick ressemble assez au personnage de la BD. Après, il y a d'autres personnages de la série qui physiquement ressemblent un petit peu moins qu'au personnage de la BD. Mais bon, ça c'est un pur détail. J'ai pas forcément l'habitude de lire des BD, donc il va falloir que je m'adapte. J'ai un petit peu de mal avec les scènes d'action, parce que du coup, il n'y a pas la même intensité en dessin qu'en série. Je sais pas, t'es moins immergé, t'es plus spectateur de la scène, et c'est une appréciation personnelle. Mais je pense qu'à force de lire des BD, je vais vraiment m'y mettre. Et voilà, vu que je suis issue du monde du dessin, j'aime beaucoup les dessins d'ailleurs de cette BD.
Même si vous avez des dessins comme ça de mecs zombifiés en train de bouffer une bichette, euh, bah je sais pas, je trouve qu'il y a moins... Ah, est-ce que c'est le noir et blanc? Est-ce que... je ne sais pas. Pourtant, voilà, en ayant lu un petit peu de Junji Ito, il y a des dessins que j'ai trouvé très très horrifiques, qui m'ont déstabilisé, on va dire. Euh, mais dans Walking Dead, non, pour l'instant, les zombies me déstabilisent pas au point de vue dessin. Voilà. Après, c'est assez marrant de lire la BD après la série parce que du coup, tu te replonges dans les premiers épisodes de la série. C'est assez sympa. Euh, Même s'il y a des choses qui se passent dans la BD qui se passent pas dans la série et vice versa. Voilà. Bref, j'ai déjà acheté les 6 ou 7 premiers tomes. Puis je crois que j'ai un autre tome là, je crois que j'ai le 20, un truc comme ça. Bref, j'essaye de les trouver à moindre coût, ce qui n'est pas forcément évident, hein, c'est un petit peu la recherche. Mais moi j'aime bien chercher pendant un long moment comme ça, essayer de choper la meilleure affaire. Et après je suis contente, voilà. J'ai pas forcément grand chose à dire dessus parce que voilà, vous connaissez tous la série. Mais en tout cas, si ça peut me permettre de lire un petit peu plus de BD, ce qui est quand même un média que j'aime beaucoup à la base, mais je sais pas, je suis restée sur les romans et le monde de la BD est tellement vaste que j'ai pas encore trop osé y rentrer. Voilà, j'ai donc commencé Walking Dead. Ensuite, j'ai lu donc un essai qui est donc un récit historique de Juliette Cassès. Ça s'appelle Funèbre. C'est son premier livre. Il a été sorti en 2020. Elle est donc chercheuse en thanatologie et en 2017, elle avait ouvert le Bizarrium, c'est comme ça que je la connais. C'était donc un site internet, elle a fait des vidéos YouTube, du podcast, alors ça je ne savais pas du tout. Moi je crois que je l'ai surtout connue sur Instagram. Bref, elle vulgarise la mort tout simplement, tout ce qui est lié à la mort, tout ce qui est lié au culte du décès, de l'enterrement, voilà, des tombes en général. C'est un monde hyper vaste parce que chaque culture a des cultes différents face à la mort et c'est extrêmement intéressant de voir toutes les différentes options qu'il peut avoir sur Terre pour enterrer quelqu'un, lui dire son dernier au revoir. Et on va donc parcourir différentes régions du monde où elle va nous présenter les différents cultes liés à ces régions. On peut passer, bien sûr, comme je vous en ai déjà parlé en vlog, on passe de la Roumanie, en passant par un lieu que j'ai vraiment envie d'aller voir en Sicile, qui est donc les catacombes de Palerme, où vous avez des momies. Ça a l'air vachement intéressant. On a les cages à cercueil en Écosse. On se retrouve avec les funérailles avec de la musique en Nouvelle-Orléans. Là, on est dans un truc beaucoup plus gai. On est passé au Mexique avec El Dia de los Muertos. Voilà, la fête des morts. On est passé en Bolivie avec le culte des crânes des défunts. Après, on est passé au Caire avec des bidonvilles en Égypte pour aller à Madagascar. Et après, en Indonésie, qui est un rituel extrêmement intéressant, des funérailles hyper longues. On a les inhumations célestes au Tibet. Les têtes momifiées en Nouvelle-Zélande aussi, c'était extrêmement intéressant. En plus, il y a beaucoup de choses qui se sont retrouvées, en fait, quand les différents peuples, il y a le siècle dernier, voire le siècle d'avant, à explorer le monde, hein, surtout les Français, les Espagnols, les Anglais aussi, euh, on s'est permis de ramener des souvenirs. Donc, il y a beaucoup de choses dans nos musées qui sont des souvenirs des différents voyages de conquête, on va dire, à travers le monde sur des zones qu'on ne connaissait pas, en particulier sur des îles type Nouvelle-Zélande. Et ouais, on a ramené des têtes momifiées que maintenant, on est en train d'essayer de voir si on peut pas leur rendre, parce que c'est leur culture à eux, c'est à eux, quoi. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant, en fait, toute cette symbolique, tout ça, très sympathique. On va aller au Japon avec des rituels extrêmement modernes, avec des robots qui ont la tête du défunt, c'est vraiment assez glauque. Bref, c'est assez succinct quand même dans chaque rituel, on rentre pas extrêmement dans les détails, mais par contre c'est vraiment une très belle porte ouverte pour
allez justement chercher sur internet peut-être d'autres informations si vous êtes intéressé par un rituel en particulier ou si vous avez envie d'avoir des vacances un peu particulières et d'aller visiter certains cultes dans certains pays. Ouais, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors je crois qu'elle en a écrit 4 ou 5, je sais qu'après c'est les momies. Je pense que je vais l'acheter parce que elle est hyper passionnante à lire, c'est extrêmement intéressant. Comme je vous dis, c'est assez succinct, mais il y a assez d'informations pour te faire une très bonne idée de la chose. Voilà, je lui ai mis la note de 17 sur 20 parce que c'est un thème que j'aime énormément et que je trouve que c'est une personne qu'il faut soutenir. Et et quand j'étais petite, je voulais être égyptologue et j'aimais beaucoup justement quand tu es égyptologue, bah, vous savez très bien que égyptologue c'est surtout pour les pyramides et que tu recherches principalement des anciens sites et les sites c'est des sites funéraires et donc des momies, tout ça. Donc il y a vraiment une histoire de rituel de la mort. J'ai vraiment beaucoup aimé ça et c'est vrai qu'on m'a jamais proposé, on m'a jamais quand j'étais petite me dire ah mais il y a thanatologue qui est un super métier et ça m'aurait vraiment beaucoup intéressé. Voilà, parce qu'après, dans les rituels de mort, bah, il y avait la thanatopractie, le fait bah, de s'occuper des morts, mais ça par contre, ma sensibilité fait que j'en serais totalement incapable. Euh, mais étudier comme ça les momies, étudier les rituels, étudier voilà vraiment tout le grand monde de la mort, ça m'aurait beaucoup passionné. Tu vas me dire, tu peux toujours faire une reconversion professionnelle si tu en as envie, mais j'ai pas, comment dire, à 46 ans, voilà, c'est un peu compliqué. C'est pas non plus une passion, c'est, on va dire, c'est une passion parmi d'autres, mais c'est pas une passion développée. J'ai pas 50 000 bouquins là-dessus. Je suis pas une science infuse sur le sujet. Donc, une reconversion professionnelle là-dedans, ce serait un petit peu compliqué. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop tard quand même. Ensuite, je me suis attaquée à un grand classique de King, qui n'est autre que Christine. Donc cette fameuse histoire de voiture qui est un petit peu habitée, un petit peu possédée. Il est donc sorti, ce roman de King est donc sorti en 1983 et a été adapté en 84 pour la version française. Et il y a un film qui est sorti en 83 de John Carpenter. Carpenter, il a beaucoup aimé adapter des œuvres de King quand même. Donc Carpenter, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a réalisé Halloween et La Chose. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. On va suivre le récit d'Arnie à travers les yeux de son meilleur ami. Alors je ne sais plus son prénom, c'est pas très grave. C'est vraiment son meilleur ami qui va raconter ses aventures et ses péripéties avec l'achat de cette voiture. Parce que Arnie en fait est tombé amoureux d'une vieille caisse toute pourrie qui était dans la rue. Tombé amoureux ou possédé, on sait pas trop. Voilà, il va acheter cette voiture, il va lui arriver beaucoup de choses et son pote va donc décrire l'évolution de son meilleur ami, va décrire ouais, son changement parce qu'il va totalement changer de personnalité et il va s'en inquiéter. Et du coup, voilà, on est vraiment dans le personnage du meilleur ami qui va s'inquiéter. Et, euh, et on va voir donc l'évolution de ce jeune homme qui va totalement se faire envoûter par cette voiture. Et cette voiture, on va constater qu'elle n'est pas forcément... Alors, elle est possédée, mais il y a plutôt l'esprit de l'ancien propriétaire qui possède encore la voiture. On va plutôt dire ça comme ça. Alors je m'attendais vraiment à une voiture démoniaque. Elle est quand même démoniaque parce que cette voiture aime tuer toutes les personnes qui ne peuvent pas la blairer. Clairement c'est ça, et il y a quand même des scènes assez bien dégueulasses. Cette voiture qui va donc tuer ses ennemis entre guillemets. Et Arnie, eh bien, il est totalement dans le déni vu qu'il est vraiment obsédé par cette voiture. Cette voiture qui a une particularité quand même que plus le temps passe, en fait, elle a un compteur qui marche à l'envers et donc vous allez comprendre que plus elle fait de kilomètres, plus elle rajeunit. Voilà. Et c'est assez marrant à voir. Bref, Arnie va avoir une petite amie.
et cette petite amie va vraiment en chier, on va dire, parce que elle va constater qu'elle est avec un mec qui est totalement obsédé par sa voiture. C'est assez tragico-comique cette histoire, parce que Arnie est totalement obsédé. Il ne voit pas, il ne voit pas réellement. Il y a une histoire où on te fait comprendre qu'en fait Arnie il ne voit pas forcément la voiture de la même façon qu'on puisse la voir d'extérieur. Et il se passe énormément de choses étranges. Voilà. Ça a été un très très bon récit. Oui, je lui ai mis 15 sur 20 seulement parce que je pensais qu'on était plus sur une voiture, peut-être pas une voiture solitaire, mais plus sur une voiture qui va réellement tuer tout et n'importe qui. Alors que non, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est vrai que là, j'ai mis la note à la fin de ma lecture et là, je me dis, j'aurais pu quand même lui mettre beaucoup plus, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Même si je me suis assez plongée dans ce récit, ça a été quand même une lecture assez passionnante parce que tu dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Et en même temps, je sais pas, il m'a manqué quand même un petit quelque chose. Peut-être, je vais pas dire plus d'explications parce qu'on les a quand même. Ou peut-être si, l'explication de l'origine du pourquoi qu'elle est comme ça cette voiture. C'est peut-être ça qui m'a manqué, une explication complète. Mais bon, King, te laisse toujours une petite part de mystère dans ses romans. Ensuite, j'ai lu un autre Stephen King, un recueil de nouvelles différentes saisons qui lui est sorti en 1982. Oui, je l'ai lu avant Christine, mais là je préférais vous faire cette vidéo dans ce sens-là. Donc sorti en 82 et sorti en 86 en France. On se retrouve donc avec 4 nouvelles, une par saison, tout le titre, même si je trouve qu'elles n'ont aucun rapport réel avec les saisons. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Sachez que c'est vraiment exceptionnel que je mette une note aussi haute pour un recueil de nouvelles parce que je ne suis pas très recueil de nouvelles. J'aime beaucoup les romans, vous savez que je suis une adepte des gros pavés. Et les recueils de nouvelles, je suis... Même si c'est du King, à chaque fois je trouve que j'ai un goût de trop peu, donc j'ai du mal avec les nouvelles, surtout les nouvelles que j'aime bien. Mais là, franchement, j'aurais pu me prévenir que c'était du best-seller sur du best-seller sur du best-seller quand même, ce recueil de nouvelles. La première nouvelle, on est sur Rita and Wart, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et la rédemption. En gros, en 94, ça a été adapté sous le titre Les Évadés. On se retrouve avec un gars qui est mis en prison pour le meurtre de sa femme, sauf qu'il est persuadé que ce n'est pas lui qui a tué sa femme et que personne ne le croit. Voilà, et donc il va essayer de s'évader. Je vous en dis pas plus, elle est excellente cette nouvelle, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on se retrouve avec un élève doué qui a été adapté en 98. Alors je ne sais pas par qui, mais bon, c'est pas très grave. On se retrouve avec un jeune qui adore chercher des choses sur les gens. En gros, il a une passion, il voudrait être détective privé, ou détective tout court d'ailleurs, et il va le remarquer que son voisin ressemble beaucoup et carrément un ancien néo-nazi, que dans sa jeunesse, en gros, il a été chef dans un camp de concentration. Voilà, et donc il va se confronter à ce voisin, il va donc sonner chez lui en lui disant « Eh ben moi je sais qui vous êtes !» Voilà, et il va avoir une montée de drames, de trucs hallucinants entre les deux, parce que les deux sont deux gros psychopathes. En gros, le jeune a quand même une tendance psychotique à aimer tuer des animaux et plus tard des êtres humains, et le vieux est totalement pareil. Donc on est vraiment sur une confrontation, pas vraiment confrontation, c'est pas réellement le terme, mais sur un dialogue entre deux personnages qui sont un peu identiques mais qui n'ont pas le même âge. Comme vous voyez, il y a une histoire de génération, tout ça. Et c'est excellentissime, quoi. J'ai adoré, il y a des scènes dégueulasses. Et j'ai adoré celui-ci. La troisième nouvelle s'appelle Le corps. Et là, on est sur... ça a été adapté en 86 sous le nom de Stand By Me. Apparemment, le film porte ce nom-là. Il n'y a pas un nom francisé, en gros.
On est sur une histoire d'un groupe de jeunes qui va aller, qui a entendu parler qu'il y a un jeune de leur école qui s'est fait tuer sur les rails. En gros, s'est fait shooter par un train, volontairement, pas volontairement. Ça, vous le verrez en lisant la nouvelle. Et donc, ce petit groupe de jeunes a comme idée macabre de se dire ah bah dis, on va aller voir, on va essayer de retrouver le corps que personne n'a encore retrouvé parce que en gros, la police n'est pas encore au courant de l'affaire et est au courant de la disparition, mais n'est pas encore au courant que ce jeune homme est mort et est au bord des rails, proche de la ville. Bref, donc ce groupe de jeunes va faire un périple de je ne sais plus combien de kilomètres au bord des rails pour aller retrouver ce corps. J'ai peut-être un petit peu moins aimé cette nouvelle parce qu'au final, bon, on n'est pas dans un marche ou crève, mais bon, la marche est quand même longue, hein, fatigant ce texte. Et puis, oui, ce qui m'a pas forcément plu dans cette nouvelle-là, c'est que au début, tu penses qu'on est dans la tête d'un des jeunes hommes, et finalement, on est dans sa tête d'adulte qui raconte cette histoire de quand il était jeune. Et ce gars-là, adulte, est devenu écrivain. Et il y a des moments, il va nous parler de ce qu'il a écrit quand il était jeune. Il va nous raconter l'histoire qu'il a écrit une nouvelle sur un mangeur de... Les concours où tu dois beaucoup manger, là, de saucisses ou un truc comme ça. Je sais même plus si c'est des saucisses qu'il mange ou si c'est autre chose. Voilà, le truc a rien à voir avec l'histoire. En fait, il y a des choses comme ça qui ont été... euh, rajouter parce qu'en fait le jeune il raconte en même temps voilà des nouvelles qu'il a écrit et ça c'est un peu chiant, ce qui fait que le récit principal est quand même assez court, cette histoire de on se balade sur les rails pour aller voir un cadavre, pour aller se faire peur quoi et ouais, je trouve que celle-ci m'a un petit peu moins attirée, voilà. C'était un peu plus long, donc là j'ai mis un peu plus de temps à finir ce recueil de nouvelles, parce que je me suis dit, puis la quatrième, ça va pas être terrible, alors que la quatrième, qui n'a pas été adaptée apparemment au cinéma ou en téléfilm, on est avec un monsieur qui va se faire inviter dans un club privé par son patron. Alors c'est le club un petit peu select, tu bois ton petit whisky haut de gamme qui coûte la peau du cul, avec des personnes que tu ne connais pas mais qui sont quand même des gentlemen, tout ça, voilà. Je ne sais pas trop dans quelle année on est, je crois qu'on est dans les années 50, 60, un truc comme ça. Voilà, le gars au début dit oui, bon c'est sympa, je vais peut-être pas y revenir. Et en fait le truc c'est que ce club, il y a toujours quelqu'un qui va raconter une histoire. Je crois que c'est le jeudi qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire, donc c'est un petit peu autour de tout le monde à raconter la meilleure histoire, un petit peu horrifique, voilà. Et cette nouvelle est assez longue. Euh, Ça a du mal à venir en fait au début parce qu'on nous explique vaguement un petit peu les histoires de chacun, mais je crois qu'il y en a une ou deux. Mais voilà, c'est pas le mec, il n'a pas l'air si passionné que ça. Il dit à sa femme, je sais pas si je vais y retourner, mais finalement il y a un petit côté addictif d'aller dans ce club. Et, voilà, il y retourne, tout ça. Et au final, je crois que c'est ça. Si ma mémoire est bonne, c'est lui qui raconte une histoire. En fait, en règle générale, on va garder la meilleure histoire pour le jeudi avant Noël. Et de mémoire, je crois que c'est lui qui la donne. Et donc, c'est la méthode respiratoire. Et c'est l'histoire, alors je vais un petit peu vous spoiler, mais en même temps, la nouvelle n'est pas forcément très très longue. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est enceinte dans les années 40-50 et elle n'a pas de mari, donc c'est très très mal vu à cette époque-là. Donc elle arrive quand même à trouver un médecin qui va la suivre durant sa grossesse et qui explique donc la méthode respiratoire, c'est-à-dire faire le petit chien, en gros, qui est courant maintenant, mais qui à l'époque était quand même quelque chose d'assez illusoire, on va dire, assez what the fuck, parce que c'est pas très très scientifique, alors que c'est une méthode qui marche très très bien. Et donc cette jeune femme va avoir quelques péripéties dans sa vie, c'est le moindre que l'on puisse dire. Voilà, elle est purement dégueulasse cette fin de nouvelle, c'est immonde, mais en même temps c'est excellent et du coup je trouve que ça a effacé la lenteur du début de cette nouvelle avec cette fin fracassante là qui te prend, que tu te prends en pleine poire.
Et j'ai beaucoup aimé qu'il finisse son recueil de nouvelles avec une image extrêmement marquante, ce qui fait que voilà, tu ne restes pas indifférent sur ces nouvelles. Et généralement, voilà, généralement un recueil de nouvelles, tu as une nouvelle qui est excellentissime et le reste, on est voilà un petit peu mitigé. Mais là, clairement, c'est quatre pépites, comme on pourrait dire. C'est ces quatre nouvelles vraiment excellentes. Alors, elles sont toutes dans un domaine différent, mais vraiment excellentes. Bon, même si la troisième m'a resté, et je trouve qu'elle est un peu en dessous. Euh, mais voilà, c'est que mon point de vue. Mais sinon, je trouve quand même que c'est un très très bon recueil de nouvelles. Et bien voilà, on a fait le tour de mes dernières lectures. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain point lecture parce que là, canicule, moi je ne lis pas beaucoup quand il fait extrêmement chaud. J'ai du mal à me concentrer, je suis comme mon téléphone. Mon cerveau s'éteint quand il fait trop chaud. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'ai envie de vous dire, eh bien comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui ne sera donc pas un point lecture, mais qui sera sûrement tout autre chose. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.